Tylenol during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. And by the way, I think I can say that there are certain groups of people that don't take vaccines and don't take any pills that have no autism. Le président Trump, dans son annonce cet après-midi, assez controversée. Pas de vaccin, pas de Tylenol, pas d'autisme. C'est sa conclusion dite scientifique. Donc, il évoque ce lien direct entre le développement de l'autisme chez l'enfant et la prise de Tylenol durant la grossesse. Alors, que dit la science? Où en est la recherche? Mon invité, Julien Cavana, un ami de l'émission, médecin neurologue spécialisé dans les maladies infectieuses et auto-immunes à l'hôpital Emory d'Atlanta. Bonsoir, Julien. Bienvenue à 24/60. Bonsoir. Comment vous avez réagi quand je viens de souligner le fait que pas de vaccin, pas de Tylenol, pas d'autisme. Comment réagissez-vous à cette déclaration? Alors, il y a un fossé entre le débat scientifique qui existe sur effectivement l'utilisation de l'acétaminophène pendant la grossesse avec un certain nombre d'études contradictoires et puis une méta-analyse, une revue de la littérature qui est sortie le mois dernier par mes confrères d'Harvard et de Mount Sinai à New York, qui discutent l'association entre la prise de Tylenol et l'autisme chez les enfants des femmes enceintes qui prennent du Tylenol. Et puis il y a un énorme fossé avec ce que dit cet après-midi le président des États-Unis, qui annonce de façon absolument assurée que le Tylenol et d'autres interventions, alors pour lesquelles il n'y a absolument aucune preuve scientifique, seraient responsables de l'autisme, c'est-à-dire s'embarquent dans l'idée que c'est uniquement la prise de médicaments et évidemment de vaccins qui serait la cause de l'autisme, ce qui est absolument démontré ne pas être le cas. Et donc c'est en dépit de tout ce que la science nous dit. Donc cette conférence est à nouveau, on se croirait de nouveau dans les conférences de presse de 2020 pendant la COVID. En même temps, la FDA, est-ce que ça fait partie des agences fédérales dont Trump a pris le contrôle avec des gens qui partagent soit son ignorance ou ses croyances, c'est selon, là, mais qui partagent ses idées, en tout cas? Alors, la FDA, oui, est sous le contrôle de Bobby Kennedy Jr., donc répond complètement aux attentes de HHS, mais la lettre qui sort ce soir de la FDA est beaucoup plus mesurée dans la façon dont elle est rédigée. C'est-à-dire qu'elle part effectivement de la littérature scientifique qui semble démontrer qu'il y a une association, prend le temps quand même d'expliquer qu'une association entre la prise de Tylenol et l'autisme chez les enfants de ces femmes enceintes qui auraient pris du Tylenol n'est pas nécessairement une causalité. Ce n'est pas parce que deux phénomènes sont associés que nécessairement il y a une causalité entre eux. Et donc cette lettre est très claire sur le fait que causalité n'est pas association et invite les praticiens à la parcimonie dans leur prescription, et ce qui est déjà le cas d'ailleurs, puisque l'ensemble des médecins qui prescrivent des médicaments à des femmes enceintes sont très parcimonieux dans la façon dont ils les prescrivent et dans les quantités auxquelles ils les prescrivent. Donc la lettre est relativement raisonnable, mais si on sent bien qu'il y a un sujet qui n'est pas très assuré scientifiquement, qui vient à la surface à l'initiative du politique, et ce qui n'aurait pas nécessairement été la priorité scientifique des gens qui travaillent sur l'autisme aujourd'hui. Est-ce que la lettre ne mentionne pas aussi qu'il y a des études contraires à celles que Kennedy et Trump invoquent? Mais la FDA se plie quand même à la publication d'un avis de mise en garde aux médecins. Absolument. La FDA mentionne bien qu'il y a dans la revue de la littérature, la méta-analyse qui est sortie le mois dernier, 52 études sont répertoriées et il y en a à peu près les 2/3 qui disent qu'on y trouve cette association entre prise de Tylenol et autisme et chez la femme enceinte, et d'autres études qui indiquent le contraire. Donc ça, effectivement, dans l'aide de la FDA, c'est bien indiqué que la littérature n'est pas complètement unanime sur ce lien. Cependant, ça fait partie du débat scientifique et de la recherche scientifique quelque part habituelle, où lorsqu'on cherche à découvrir les tenants et les aboutissants d'un phénomène biologique et d'un phénomène médical, il est très fréquent que des études se contredisent et qu'on doive aboutir à un consensus scientifique comme ça.
Parce qu'on ne connaît toujours pas la cause de l'autisme, officiellement en tout cas. Alors, on ne connaît pas la cause de l'autisme qui serait la cause unique. Ce que l'on comprend, c'est que c'est une maladie multifactorielle qui aurait sans doute des tenants et des aboutissants génétiques, mais ce n'est pas une génétique mendélienne qui est transmise par un seul gène. Ce sont probablement plusieurs gènes qui causent des facteurs de risque, des phénomènes biologiques, donc potentiellement d'exposition à un certain nombre d'agents chimiques et biologiques, et des phénomènes environnementaux qui relèveraient plus de la psychologie. Et le consensus, c'est qu'il y aurait plusieurs de ces phénomènes qui devraient être réunis pour que la maladie se produise. Un autre concept qui est très important à comprendre, c'est que si on a une augmentation du nombre d'enfants autistes, c'est aussi parce qu'on détecte cette maladie qu'on la comprend mieux et qu'on la répertorie beaucoup plus facilement. Ce n'est pas nécessairement une augmentation épidémique du nombre d'enfants autistes. Surtout que le spectre de l'autisme est très large. Il y a des cas qui peuvent être très, très légers et diagnostiqués très tardivement. On entend parler de cas d'autisme qui sont diagnostiqués chez les adultes parce qu'ils ne l'ont jamais repéré. Et c'est des gens brillants qui fonctionnent bien dans la société, qui ne sont pas un fardeau nécessairement. En terminant, très rapidement, c'est peut-être en dehors de votre zone habituelle d'expertise, mais aussi le président sur l'hépatite B dit « touchez pas au vaccin là, parce que ça peut être... l'hépatite B, c'est transmis sexuellement. Attendez, à l'âge de 12 ans, c'est mon feeling. » Ou je ne sais plus trop ce qu'il a dit. À peu près ça, là. C'est aucune évocation d'une étude. C'est grave, ça aussi, si on ne donne pas le vaccin de l'hépatite B? C'est très grave parce que le consensus scientifique, et c'est sûrement le sénateur Cassidy de Louisiane qui était pathologue, qui a dû manger son chapeau ce soir en entendant ça, le consensus scientifique, il est de vacciner les nouveau-nés parce qu'il peut y avoir une transmission materno-infantile même lorsqu'il y a eu une détection en avance du virus de l'hépatite B chez la femme enceinte. Et en particulier sur un accouchement par voie basse, il peut y avoir une transmission aux nouveau-nés et lorsque les nouveau-nés sont infectés, c'est une maladie chronique pour ces enfants et ces adultes. C'est très grave de dire que cette vaccination n'est pas nécessaire. Alors, en terminant, dernière des dernières, croyez-vous que ces annonces faites aux États-Unis peuvent traverser la frontière jusqu'à chez nous puis induire des inquiétudes et de la désinformation? Malheureusement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et qu'il y a généralement un recyclage de ces fausses informations scientifiques. Et ce que j'inviterais les femmes québécoises à faire, c'est de se rapprocher de leur obstétricien, de leur pédiatre, de leur médecin, de leur sage-femme, pour aller vers des informations qui sont fiables et qui font son consensus scientifique. Julien Cavanagh, c'est toujours fort éclairant et important de vous parler en ces temps difficiles. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. À bientôt.